Dans la section relative à la protection du droit à l'exécution se retrouve l'action en inopposabilité. Il s'agit d'un héritage du droit romain. Ce recours est aujourd'hui codifié aux articles 1631 à 1636 du Code civil. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. L'action en inopposabilité vise à neutraliser la conduite frauduleuse d'un débiteur qui, pour conserver ses biens, les met à l'abri de ses créanciers de façon déloyale. Contrairement à l'action oblique, dans l'action en inopposabilité, le créancier agit en son propre nom. Dans l'exemple qui suit, je fais abstraction des règles relatives aux sûretés. Pour éviter que la banque saisisse sa maison, votre père vous la donne. Le droit de propriété sur la maison qui était dans le patrimoine de votre père est maintenant dans votre patrimoine. Conséquemment, la banque ne peut plus saisir la maison puisqu'elle n'est plus dans le patrimoine de votre père. C'est là où intervient l'action en inopposabilité. En effet, la banque peut prendre ce recours pour que la transaction ne lui soit plus opposable. Ainsi, par une fiction juridique, bien que vous soyez maintenant propriétaire de la maison, la banque peut la saisir comme si votre père était encore propriétaire. C'est ainsi que l'on doit comprendre l'article 1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. À l'instar de l'action oblique, l'action en inopposabilité est encadrée par des règles très strictes puisqu'elle constitue une atteinte à la liberté contractuelle du débiteur. En ce sens, l'article 1634 prévoit plusieurs conditions. La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée. Elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action. La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. L'action d'inopposabilité fait également appel à plusieurs règles de procédure civile dont je ferai abstraction. Par ailleurs, le Code civil prévoit des conditions spécifiques relatives à la créance, au créancier ainsi qu'à l'acte attaqué. J'aborderai dans l'ordre ces conditions. Il faut être attentif lorsque l'on étudie les exigences relatives à la créance, puisque ces qualités s'apprécient à deux moments différents, celui où l'action est intentée et celui où le jugement est rendu. Ainsi, la créance doit être certaine au moment de l'action en inopposabilité et doit être liquide et exigible au jour du jugement. L'alinéa 2 exige également que la créance soit antérieure à l'acte attaqué. Exception faite lorsque l'acte antérieur était destiné à commettre une fraude à l'égard du créancier postérieur. Un cas fréquent est le débiteur qui se départit de ses biens alors qu'il est poursuivi. Exemple, une créancière alimentaire introduit un recours aujourd'hui, mais obtient un jugement seulement 3 ans plus tard. Entre-temps, son ex-mari a donné tous ses biens à sa nouvelle épouse. Regardons maintenant les conditions relatives aux créanciers. L'article 1631 prévoit d'abord que le créancier doit subir un préjudice. Pour sa part, l'article 1635 prévoit que l'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'1 an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite, pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. Remarquez que ce délai de déchéance court à compter du jour de la connaissance du préjudice et non celui de la formation du contrat. Si le débiteur est dans un processus de faillite, le syndic aura 1 an à partir de sa nomination pour introduire le recours. Finalement, regardons les conditions relatives à l'acte attaqué. À l'instar de l'action oblique, l'acte attaqué doit être un acte patrimonial non exclusivement attaché à la personne du débiteur. Ensuite, il doit s'agir d'un acte d'appauvrissement
portant ainsi préjudice au créancier en fraude de ses droits. L'acte attaqué doit causer une diminution du patrimoine du débiteur. L'acte d'appauvrissement peut prendre différentes formes. Le débiteur renonce à un droit, donne ou vend un bien à un prix dérisoire, effectue une remise de dette. Exemple, vous devez 1 000 $ à votre père et celui-ci vous libère de votre obligation. Quant au préjudice subi par le créancier, celui-ci provient bien souvent de l'insolvabilité du débiteur. Cet état peut résulter, entre autres, du fait que le débiteur n'est plus en mesure d'honorer ses engagements financiers. Enfin, l'acte doit avoir été fait en fraude des droits du créancier. La preuve de l'intention frauduleuse du débiteur est donc nécessaire. À ce sujet, le Code civil prévoit 2 présomptions, une à l'article 1632 et une autre à l'article 1633. Je les aborderai dans le désordre. L'article 1633 prévoit que un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le co-contractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. Quelques observations. Tout d'abord, le contrat à titre gratuit inclut la donation, mais il peut également inclure, selon les circonstances, la vente à prix dérisoire. Ensuite, cette présomption ne joue que si le débiteur est insolvable ou le devient. Fait important, cette présomption est applicable indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du tiers à qui profite l'acte à titre gratuit. Bien que vous soyez présumé être de bonne foi, la banque pourra saisir la maison que votre père vous a donnée. Enfin, l'usage du terme réputé à l'article 1633 implique que cette présomption est absolue. Ainsi, aucune preuve ne peut lui être opposée, conformément à l'article 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits. Elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire. Celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. Regardons maintenant la présomption prévue à l'article 1632. Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le co-contractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. Quelques observations. Tout d'abord, l'utilisation du terme « réputé » à l'article 1632 est le fruit d'une erreur lors de la réforme du Code civil. Ainsi, contrairement à ce que je viens de vous dire au sujet de l'article 2847, la présomption prévue à l'article 1632 est une présomption simple, ce qui veut dire qu'il est permis d'apporter une preuve contraire pour renverser cette présomption. Vous ne pouviez pas le savoir à la simple lecture du Code civil, d'où l'importance de lire la doctrine. Autre observation, pour que la présomption puisse jouer, le tiers doit avoir la connaissance de l'insolvabilité du débiteur et être de mauvaise foi. Autrement, la présomption ne s'appliquera pas. Encore une fois, l'exigence de la mauvaise foi du tiers n'est pas spécifiée à l'article 1632. Elle découle en fait de la jurisprudence, d'où l'importance de lire la doctrine pour le savoir. Les effets de l'action d'inopposabilité sont prévus aux articles 1631 et 1636. Regardons tout d'abord l'article 1631. Si l'action d'inopposabilité est accueillie, l'acte attaqué sera inopposable à l'égard du créancier ayant pris le recours. Remarquez que l'acte attaqué n'est pas déclaré nul, mais seulement inopposable au créancier. Ainsi, le contrat par lequel votre père vous a donné sa maison sera inopposable à la banque. La banque pourra donc saisir la maison dont vous êtes nouvellement propriétaire. C'est ce qu'on appelle une saisie en main tierce. Votre droit de propriété n'est alors pas opposable à la banque. La donation n'est pas nulle pour autant. Entre vous et votre père, le contrat conserve toute sa force obligatoire. Finalement, contrairement à l'action oblique, l'action d'inopposabilité profite seulement aux créanciers ayant intervenu judiciairement pour protéger leurs droits. Cela s'explique par le fait que l'action d'inopposabilité est un recours appartenant aux créanciers, contrairement à l'action oblique où
un recours appartenant au débiteur est exercé par le créancier. En conclusion, si vous pratiquez en matière de faillite ou encore si vous devez composer avec un débiteur insolvable, il est dans votre avantage de bien maîtriser les conditions du recours en inopposabilité.